Je me suis dit que ça peut être intéressant d'aborder avec vous dans un mariage 2 points. Premier point, c'est revenir un peu sur les témoins. Des fois, on peut vous dire, est-ce que tu peux être témoin à un mariage religieux, évidemment. Mariage religieux n'est possible que s'il y a un mariage civil avant, mais je ne parle pas du mariage civil. Mais maintenant, cela précisé, ça peut être intéressant de savoir quelle est la mission des témoins, et ils sont témoins de quoi, et ils peuvent être témoins de quoi aussi. Ça peut être intéressant. Et si on a le temps, on peut peut-être aborder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans la ketouba. Théoriquement, c'est des choses qu'un marié doit savoir, parce qu'il s'engage. Alors, au niveau des témoins, alors, un témoin, théoriquement, les témoins, il y a 5 étapes, enfin 4 étapes internationales, 5 étapes surtout pour les Ashkénazim, et une étape obligatoire, en fait, dans tout ça. Ça veut dire quoi, international? Alors, j'explique. Les témoins, fondamentalement, ce sont les témoins des Messirat Atabarat, ça s'appelle les témoins des Kiddushin. Témoins des Kiddushin, c'est-à-dire, ce sont les témoins, c'est ceux les plus importants, qui voient la transmission de la bague qui va du Khatan à la Kala. Il faut que les témoins connaissent les Khatan et Kala, c'est-à-dire qu'ils sachent au moins qui c'est, de qui il s'agit, qu'ils les connaissent par leur nom. Il y a une discussion, est-ce que les témoins doivent être debout quand ils le voient? Alors le principe est le suivant, c'est que théoriquement un témoin ne peut témoigner que s'il est debout, parce qu'il y a marqué vers Amdou Aidim, donc c'est un pasouk. Maintenant, on va dire, la plupart des poskim vont dire, non, le témoin quand il doit raconter ce qu'il doit dire, il doit être debout. Mais quand il doit voir ce qu'il va témoigner après, il n'est pas obligé d'être debout. Mais le Chelkat Yoav, dans le Siman, la Tchouva Vav, il dit non, le témoin, il est debout. Donc, il doit être debout. Donc, quand il voit, il doit être debout. C'est ça. Bon, en général, on est debout au moment de la Messirat Tabarat, mais la question pourrait se poser, est-ce qu'on pourrait prendre quelqu'un comme témoin qui serait sur une chaise roulante? Et donc, a priori, d'après la Lacha, on peut. Mais d'après le Chelkat Yoav, non, parce qu'il faudrait qu'il soit debout au moment de la Messirat Tabarat. Handicapé ou assis au moment où il voit quelque chose, il n'est pas sourd? Non, il n'est pas passoul, on n'a pas dit passoul. Mais ça peut, pour le Chelkat Yoav... En général, un type qui voit un meurtre, il est assis. Non, il n'est pas passoul. Mais théoriquement, alors bon, là s'il ne peut pas se lever, il ne peut pas se lever. Mais théoriquement, au moment où il doit témoigner, c'est-à-dire quand il va témoigner devant le Beddin, il doit le faire debout. Il ne peut pas le faire assis. Maintenant, s'il est malade, c'est la halakha. Maintenant, est-ce qu'on va exiger aussi qu'il soit debout au moment où il va voir la chose? C'est une exigence du Chelkat Yoav, mais tout le monde n'est pas d'accord. Alors, si on veut faire tout comme maximum de Hidurim, alors ça rentre aussi. Il n'est pas nécessaire que la Kala soit au courant de qui sont les Hidim. Alors, que les choses soient claires, les témoins ne sont pas les témoins du marié ou de la mariée, comme souvent on le prend. Voilà, non, ce sont les témoins du mariage. Témoins du mariage, de la cérémonie. Voilà. Maintenant, dans la mesure où le mariage, c'est essentiellement l'engagement du mari et l'accord de la femme. Donc, s'il n'y a pas d'accord de femme, il n'y a pas de mariage. Mais c'est seulement un accord. C'est le mari qui s'engage. Donc, c'est pour ça que la Messirat Tabarat et tout l'ensemble de ces choses-là, c'est surtout par rapport au marié que les choses se passent. Mais on ne lui fait pas dire oui ou non comme on civil. Non, mais il va dire Aréat Mekodeshet, dit la phrase. Lui, elle n'a rien à dire. Enfin, rien à dire. Elle n'a pas ni à signer, ni à... Le fait qu'elle plie son doigt en acceptation de la bague, ça vaut accord. Voilà, exactement. Alors, il y a, théoriquement... Ça symbolise quoi? Elle reçoit les Kiddushin. Les Kiddushin, comment se passent les Kiddushin? Les Kiddushin, c'est la transmission d'un objet ou de quelque chose qui a une valeur minimum d'une prota devant 2 Edim et que le Khatan lui donne dans l'intention que ce soit des Kiddushin. C'est-à-dire que ce n'est pas un cadeau classique, c'est un cadeau qui les engage chacun pour ne plus pouvoir se marier avec les proches parents, ni avec les tiers d'une façon générale, ni... Alors,
on appellerait ça des fiançailles, mais les fiançailles, ça ne doit pas être ça, parce que sinon, si c'est ça des fiançailles, si on doit casser des fiançailles, il faut un guet. C'est pour ça que quand il y a des fiançailles avec une remise d'un anneau, ce qu'il faut faire, c'est que la remise d'anneau ne se passe pas, ou ça se passe devant avec des témoins qui sont vraiment pas saouls, comme ça, moi, il n'y a pas de souci. Soit, moi, ce que je suggère, c'est que le khatan donne la bague à la kala avant, seul à seul, comme ça c'est à elle, et qu'après, pour le fun, devant tout le monde, il lui remet la bague. On s'en manque. De toute façon, c'est déjà sa bague à elle. Donc, vous dites seul à seul, sans témoin? Sans aucun témoin. Comme ça, on n'y a aucun souci. Ça, c'est en fiançailles. En fiançailles. Ça se parle de fiançailles. Pour que les fiançailles ne soient pas assimilables à un mariage. Pour ne pas risquer que s'il y a rupture, parce que ça peut arriver, rupture après fiançailles, ça nécessite un guet. Bon, en général, j'ai jamais entendu qu'il y ait des gens qui vraiment exigeaient un guet après les fiançailles. Parce qu'il n'y a pas d'Eidim, c'était pas Shem Kiddushin. Enfin, ça pourrait poser. Pardon? À quoi elle peut se marier avec une fiancée qui aurait rompu? Avec une fiancée qui a rompu, oui, je crois que oui. Ouais, tant qu'il n'y a pas eu de consommation du mariage, il n'y a pas de oula, donc a priori. À confirmer, mais a priori, je pense que c'est comme ça. Maintenant, et ce serait la logique aussi comme ça. Maintenant. Surtout si c'est une fiancée qui a rompu. C'est-à-dire, même, je pense même s'il y a eu Kiddushin, et s'il y a guet après Kiddushin, c'est possible encore que ça marche. Mais maintenant, fiançailles, c'est sûr que. Maintenant, donc maintenant, les Kiddushin en eux-mêmes, dans le temps, ça se faisait 1 an avant le mariage. À l'époque d'Agmara, ça se faisait encore en Tunisie, il n'y a pas longtemps, devant notaire, la remise de l'anneau, avec devant 2 témoins, et ça se faisait comme ça. Donc ça se faisait jusqu'à il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, pour éviter les risques de compliqués, de rupture qu'il pourrait avoir après fiançailles, donc on a concentré les 2 cérémonies ensemble. C'est pour ça qu'il y a 2 kiddush. On fait 2 fois Boré Père Geffen. Parce qu'il y a en fait 2 cérémonies qui ont été réunies ensemble. La première cérémonie, c'est Kiddushin, c'est une notion de Kedusha, donc d'acquisition, et qui va interdire de se marier avec d'autres, mais qui les interdit aussi de vivre ensemble. Ils ne sont pas encore mariés. Ce qui va autoriser de vivre ensemble, c'est les Shabrachot. Maintenant, je reviens à nos témoins. Il peut avoir des témoins des Kiddushin et des témoins de la Ketouba. Il y a certains poskim qui autorisent à ce qu'il y ait un maximum comme ça, des fois quand on veut faire plusieurs kiboudim, comme ça on veut honorer, pour faire plaisir. Alors il y a 2 témoins des témoins de la Ketouba, les témoins des Kiddushin, témoins. Il y a 4 domaines où il y a possibilité d'avoir des témoins, et ça peut être l'objet de multiplication de kavod. Maintenant, certains vont dire non, c'est pas comme ça que ça marche. Les témoins, c'est les témoins Kiddushin, c'est eux qui disent j'ai vu, et dans la Ketouba, ils disent on a vu ce qui s'est passé. Or, si c'est pas les mêmes, ça peut poser un problème. Donc certains disent non. Les témoins, ça doit être les mêmes sur toute la distance. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la distance? Il y a quelque chose qui ne se fait pas beaucoup aujourd'hui. Ça se fait surtout chez les Chassidim et chez les Ashkenazim. C'est le Prissat Haïnouma. Prissat Haïnouma, c'est le mariage de la consommation. Quoi? Non, c'est le jeté de rideau, de voile. C'est le moment où le khatan referme le voile sur la kala. Ça s'appelle Prissat Inouma. Certains disent que c'est ça la choupa. Il y a une yann, c'est pas du folklore. Bon, souvent chez Sfardim on le fait rarement. Chez les Chassidim c'est vraiment, enfin dans des mariages. Comment ça se passe? La kala elle est dans une salle avec sur un trône. Sur un trône, et entouré de ce qu'on appelle les chouchvinim, les joyeux fêtards. Et donc au moment où la cérémonie doit commencer, le khatan, accompagné de son père, son beau-père, ou du Rav Amsader, ils vont chez la kala, et ils rentrent chez la kala. Donc en fait, le khatan ne voit pas la kala sous la roupa la première fois. Il la voit à ce moment-là, et il lui referme le voile sur son visage, et ça s'appelle Prissat Haïnouma. Certains disent que c'est quelque chose qui est très important, où les Haïdim doivent être présents. C'est première action des Haïdim. Ce serait pendant la Prissat Haïnouma.
Ce qui se fait des fois aujourd'hui où je zappe la problématique se marier dans une synagogue ou pas se marier dans une synagogue. La plupart d'entre vous sont séfarades et les séfaradim ne rechignent pas trop à se marier dans les synagogues. Pour certains ashkénazim, c'est interdit de se marier dans une synagogue. Interdit. Interdit. Pourquoi? Parce que c'est Kerukot Agoyim. Parce que dans le temps, on ne se mariait jamais dans une synagogue. Une synagogue, c'est pour prier, c'est pas pour faire une cérémonie. Donc, dans le temps, ça n'existait pas forcément de se marier à la synagogue. Et le Khatam Sofer est un petit peu dans cette tendance. On dit, ah non, la synagogue, les goïs se marient à l'église, les juifs se marient à la synagogue. Non, c'est interdit. Alors, et puis en plus, il y a le problème de Kedusha du Beth Knesset. Je suis marié à Meknes dans une synagogue. Non, maintenant chez les Sfaradim, on est moins regardant. Ça fait... Oui, non, mais depuis même depuis plus que ça encore. Accepte que les femmes soient C'est pas un office. C'est pas un office. C'est comme ça en général. Mais c'est vrai que chez un Mechitza, mais maintenant, même dans les mariages froum, où ça se passe dehors, il n'y a pas forcément vraiment une Mechitza entre les hommes et les femmes. Hein. C'est vrai que c'est une question que je me suis posée. J'arrive pas à comprendre, moi. Hein. D'accord. Parce qu'à ce rythme-là, on va pas prier dans les synagogues, parce qu'ils prient dans les églises. Non, si on a l'habitude de prier. Non, parce que c'est quelque chose de relativement moderne de se marier dans une synagogue. Ça n'existait pas avant. Dans le temps, à l'époque de la Gemara, on ne se marie pas à la synagogue. À l'époque des Rishonim, au Moyen-Âge, on ne se marie pas à la synagogue. Et on priait à la synagogue. Et bien sûr, on priait à la synagogue. Bien sûr qu'il y avait les synagogues. À la Gemara, à l'époque de la Gemara, il y avait Beth Knesset. Donc il y avait. Donc c'est pas. Bon, mais pour les Sfaradim, j'évacue ça rapidement parce que pour les Sfaradim, la question, elle n'est pas vraiment truc. On peut se marier à la synagogue, on ne garde pas la chose. Maintenant, si la cérémonie se passe essentiellement à la synagogue, où il y a du visuel, etc., donc la Périssat Einuma, elle est un petit peu. Donc en général, elle est abandonnée, surtout chez les Sfaradim. Ce que font certains, et c'est pas seulement pour le fun, c'est que. Alors ça peut être une chose. C'est que la Kala arrive, voile ouvert, entre guillemets, au début de l'entrée de la synagogue. Elle arrive donc sur les 2 tiers de l'entrée de la synagogue. Aux 2 tiers de l'entrée de la synagogue, le Khatan va à sa rencontre. C'est Khatan Yotze Likrat Kala. Il referme le voile. Alors la problématique, c'est après comment le Khatan retourne sur la Teva. Alors, parce qu'il donne dos à la Kala ou il donne dos à Ichal, ça. Il y a un truc. Ils reprennent le chemin ensemble. Non, ils ne reprennent pas le chemin. Alors, il fait marche arrière, mais il faut faire attention à ne pas mais alors, c'est pour ça que ce qui peut être bien, c'est qu'avant qu'elle monte à la Teva. Les dîmes viennent vérifier que ça ne change pas. Quoi? Les dîmes viennent vérifier qu'on ne change pas la vie. Oui, ça c'est le précepte de Nouma. Et donc de refermer, et alors après, le Khatan peut monter d'un côté et la Kala de l'autre côté. Ça peut se faire comme ça. Alors ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte qui peut concerner les Edim, c'est les Kiddushin. Bon, ça c'est facile, c'est la remise de l'anneau, c'est clair. Troisième acte, qui doit se faire théoriquement dans tous les mariages, c'est Messirat Aktuba. La remise de la Ketouba. C'est une fois qu'on a écrit la Ketouba, qu'on a fait, etc. Le Khatan donne la Ketouba à la Kala, il dit voici ta Ketouba. Et ça doit se faire devant les témoins. On l'a lu d'abord, bien sûr, on a signé, les Haïdim ont signé. En général, l'usage chez Sfaradim, c'est que le Khatan signe aussi la Ketouba. Chez Ashkenazim, il ne signe pas forcément. Parce que c'est un acte qui engage. Donc les témoins disent, on a vu qu'ils s'en engagent. Le quatrième acte, c'est la choupa en elle-même, qui sont sous la choupa. Et le cinquième, mais ça c'est Ashkenaz, c'est pas forcément séfarade, et ça, mais il faudra revenir sur une autre fois, c'est l'Yichoud. Les Ashkenazim exigent qu'après le mariage, le Khatan Akala s'isole. C'est la choupa, sans cet isolement, il n'y a pas de mariage. Donc ils sont dans une chambre, ou dans une pièce, en général c'est la salle de félicitations, il faut que toutes les issues soient fermées, et ça c'est la mission des Hadim, de surveiller que les issues sont fermées, le temps de faire cuire à neuf. C'est vrai de faire cuire. Alors là où ça peut, le bas blesse, c'est que si dans la salle de félicitations c'est l'oratoire de la synagogue, parce que comme c'est souvent le cas, c'est là où on fait la tfila en semaine, c'est très problématique parce qu'on ne peut pas faire yichud dans cet endroit-là, parce que c'est kadosh.
il peut être censé faire quelque chose. Donc, ils ne peuvent pas. S'il y a des fenêtres aussi qui donnent sur la rue, parce qu'il y a des fois des grandes fenêtres qui donnent sur la rue, qui sont ouvertes, il n'y a pas d'Iroud. Ça manque de confort, non? Ça, c'est pas. Donc, en tout cas, chez les Ashkenazim, c'est une exigence. Pour les Sfaradim, on ne fait pas d'Iroud. Pardon? C'est le jour, ouais, ouais, mais enfin, il faut que ça soit possible que. C'est ça, c'est. Maintenant, pour les Sfaradim, il y a des rabbanim Sfarad qui se sont élevés contre eux, même en disant. Parce qu'il y en a qui disent, bon, si ça fait pas de mal, ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Non, il y a des rabbanim qui disent, c'est parce que il y a un problème de tsniout, un problème de truc, oui. Et puis c'est pas. Donc pour les Sfaradim, on fait pas du tout d'Iroud. C'est pas. Non. Ça, c'est du tout. Et c'est que Ashkenaz. Pour les Sfaradim, le Yichud se fait le soir quand le Khatan et Kala s'isolent dans leur maison. Donc voilà que je vous ai dit, donc ça se retrouve dans chapitre 42 de Venezer, alinéa 3. On retrouve donc ces 5 étapes, Prisat Inuma, Kiddushin, Mesirat Aktuba, la Choupa et le Yichud. Éventuellement, Yichud Ashkenaz. Ce qui est bizarre dans la première étape, c'est que quand on voit par exemple le mariage qui correspond au prototype du mariage juif, c'est-à-dire le mariage de Rivka et de Yitzhak, c'est Rivka elle-même qui met le voile quand elle l'aperçoit. C'est pas lui qui va lui mettre le voile. C'est vrai. C'est bizarre. Sauf que l'histoire, elle est pas forcément comme on trouve dans la Lacha. Je vais vous dire, quand en général. S'il avait vu, il aurait mis les voiles. Le voile. Non, mais, au passage, elle est tombée du chameau quand elle a vu Yitzhak. C'est ça qu'on parle, elle est tombée amoureuse. Elle est tombée. Je te mâche pas. Enfin, parce que maintenant. Hein? On peut tomber amoureux du premier coup qu'on n'a jamais vu, comme ça. Ah, c'est le coup de foudre. La Tipol met à la gamale. Elle est tombée du gamal. Mais enfin bon, maintenant, il y a quelque chose qui est très intéressant par rapport à notre paracha, justement. Et c'est très surprenant que ça a été repris. C'est quoi? C'est quand il y a Périsset à Inuma. C'est à ce moment-là que les parents de la Kala font la bénédiction à leur fille en disant une phrase qui se trouve dans notre paracha, Ahotenu Ataïl Alfi Revava. Ils disent cette phrase. Et ça, c'est la vanne qui dit ça à sa sœur. Or, c'est très bizarre qu'on ait repris comme bracha, une bracha qu'un rachat a fait à Rivka. C'est son mérite. Mais c'est surprenant parce que certains vont expliquer que pourquoi Rivka était stérile, c'est parce qu'elle avait reçu la bracha de la vanne, et il ne fallait pas qu'on dise c'est la bracha de la vanne qui a marché. Mais pourtant, le minhag est comme ça. De dire, et ça, j'ai vu la tmiya, c'est-à-dire l'étonnement des textes, et j'ai pas vu de réponse, j'ai eu une ou deux réponses, mais c'était pas. Enfin, j'ai pas compris. Enfin, j'étais pas convaincu. Les parents, la mère, le père, les deux? Tout le monde pourrait dire. Achotenu a taillé c'est Achotenu, notre sœur, puisque c'était la vanne qui parlait de sa sœur. Donc. Mais a priori, moi d'ailleurs, il y a une chose, j'ouvre une petite parenthèse, c'est que dans une cérémonie de mariage, souvent à la fin de la cérémonie, on invite les Kohanim pour bénir les mariés. Entre nous, bon, c'est une blague. Ça vaut rien. Non seulement ça vaut rien, mais j'ai vu dans un truc, c'est Minag Borim, c'est l'habitude d'ignorants. Maintenant, la problématique, c'est que quand vous êtes dans un mariage et qu'il y a un Kohen qui se pointe en disant je suis Kohen, hein, vous savez, quand vous avez besoin, monsieur le rabbin, je pourrais faire la bénédiction. Je dis on n'a pas besoin de toi. Je pense qu'il y a une. Et puis, ou alors il y a les mariés qui ont dit il y a tonton ou il y a un machin à qui on a dit déjà qu'il va nous faire bénédiction. C'est très délicat, ou indélicat, on va dire, de dire bon, on n'a pas besoin de toi, de toutes les façons. Mais. Alors, je vous explique pourquoi ce serait interdit. Interdit, oui. Théoriquement, enfin, c'est Minag Borim. Pourquoi? Parce que la Birkat Kohanim a été instituée dans la Tfila. Et les Chachamim ont institué que Birkat Kohanim ne se fait que dans la Tfila. Non, mais les Brit Mila aussi, c'est du pipeau. Tout ça, c'est du pipeau. La seule bracha de Birkat Kohanim qui existe, c'est Birkat Kohanim qui est dans la Tfila. En dehors de ce cadre, c'est sortir des sentiers que les Chazal ont mis. C'est comme ça qu'ils font la Birkat Kohanim. Ouais, c'est marqué. Alors, c'est vrai, mais moi, je suis des fois super gêné. Quoi? C'est pas bien. C'est pas bien. Alors maintenant, comme je vous ai dit, si des fois il y a. Alors, la vérité, le premier qui nous avait enseigné ça, c'était le grand rabbin Shushna, et qui nous avait dit que ça, c'est un truc de peu, c'est un pipeau. Et il était très énervé sur cette histoire.
Et après, j'ai vu beaucoup de barbes blanches le faire faire, le laisser faire. Et un jour, j'ai posé la question, Ibadel Chaim Tovim, au Rav Claude Lemel, donc le père d'Eli. Je lui ai dit, Rav, puisque bon, c'était un de mes profs à l'école, un de mes premiers profs de Gemara, et je lui ai dit, Rav, il m'a dit, mais c'est Minag Borim, ça c'est une histoire de. C'est un truc. Donc il m'a confirmé que. Et ça se fait. Non, Brit Mila, ils s'appellent les Cohen en bon uniforme. Dans la Brit Mila. Bar mitzvah, ils font pas ces trucs. Bar mitzvah, alors là, c'est encore moins là. Mais c'est un Ces trucs, nous avait dit qu'un Cohen, en dehors de la Berkat Kohanim, Ouais. c'est comme Comme tout le monde, oui, ça confirme. Donc, maintenant pour la Brit Mila, il y a peut-être un lien du Cohen appelé parce qu'il y a peut-être. À mon avis, parce que là, c'est plus, parce que c'est Rav Katz, c'est le Rosh Yeshiva. Alors maintenant, Parce que Cohen. plus, et maintenant il est Cohen en plus, alors c'est top. Maintenant, pour finir sur la chose, moi ce que j'encourage moi dans un mariage, c'est à la fin du mariage, c'est d'inviter les parents des mariés à bénir avec le rabbin, quoi, parce que bénir le couple, parce que le mamage, là c'est la bracha des parents. On le voit de la paracha. Surtout si on n'a pas fait l'inouma, donc on le fasse à la choupa, ça a un sens plutôt fort. Si le parent est un Cohen, il fait la bracha. Ah bah là, ça, c'est évident. Mais c'est pas en qualité de Cohen, c'est en qualité de parent. Quand on rencontre un Rav, on demande du bracha, il fait une bracha. Comment ça se fait que ça s'est permis Non mais parce que c'est une bracha. Attends, une bracha, on peut toujours faire. C'est faire une bracha parce que c'est le Cohen et dire on va faire une birkat Kohanim. Ça, c'est ça ce qu'on n'a pas le droit de faire. Alors tu vas me dire, le Kohen il fait pas la bracha, c'est-à-dire il fait pas chaque édition, et puis château chez l'Aaron, non, il fait sans bracha, c'est vrai. Il a le pouvoir de bénir. Mais le fait que tu fasses appel au Kohen pour. C'est pas n'importe quel moment. C'est problématique. Non, par rapport à ça, moi, c'est pas le fait qu'il ait le droit ou pas le droit, mais comment se fait-il qu'un minag ne devienne pas, à ce moment-là, on dit c'est un minag? Pourquoi il faut dire Gbolem? Non, parce que Minag, il y a des minagim, on dit c'est des minagim, donc ça rentre comme ça, et pourquoi je réponds tout d'un coup alors que je le fais? Parce que là, ça va contre. Ça va contre la halakha. Parce que la halakha, c'est que le birkat kohanim n'est que... Parce que s'il y a des rabbanim qui le font, c'est pas contre la halakha, sûrement pas, sinon ils le feraient pas. Non, non. C'est un Kohanim. Quoi? On va se dire pendant des dizaines d'années en Tunisie, au moment de la fin du concours, les femmes venaient après de la manif, c'est pas ce que ça c'est un exemple, Quoi? Mais ça c'est des trucs d'amaretz. Mais par contre la bracha ils la font pendant la prière. Oui, c'est évident. Non, le problème c'est que les femmes rentrent, c'est un truc d'amaretz. Et ceux qui disent, on a vu le minag en Tunisie, les femmes c'est comme ça. Monsieur le rabbin, comme ça on prend aussi le casse-croûte tunisien l'après-midi de la fin de Kippour, de Pessah. C'est comme ça. Vous n'avez pas attendu pour savoir, hein? Vous n'avez pas attendu, on savait, vous croyez que nos rabbins ne savaient pas, non? Et les rabbins ils criaient les premiers à dire on ne veut pas ça. Mais bon. Alors, vous avez abordé un sujet chaud. Je change maintenant et je rentre dans la ketouba. La ketouba, c'est important parce que théoriquement, le marié et les témoins doivent comprendre ce qui est marqué dans la ketouba. C'est pour ça qu'on la lit avant. C'est pour ça qu'on la lit. Alors maintenant, comme elle est en araméen, alors il faudra traduire. Alors, je vais déjà vous donner quelques points. D'abord, le texte de la ketouba, qui est en général utilisé, provient d'un livre qui s'appelle Nachalat Shiva. Ce Nachalat Shiva, c'est la référence Ashkenaz séfarade de tous les shtarot, c'est-à-dire de tous les actes, que ce soit acte de mariage, que ce soit acte de divorce, que ce soit acte de khalitsa, il y a un acte de khalitsa, ou les actes de transactions financières, c'est Nachalat Shiva. Ce Nachalat Shiva a été écrit par un Rav qui s'appelle Rav Shmuel Halevi. Il est né à Mezrich en Pologne et il est niftar en 1681 à Francfort. Je ne sais pas, enfin il y avait d'autres, mais en tout cas aujourd'hui on se base sur lui. Et on se base sur lui. On se base sur lui. D'après le Kitsur Shnei Luchot Abrit, c'est lui qui est l'auteur de la strophe en plus de Maoz Tzur. Chasov Zero Akotchecha. C'est lui qui est écrit, c'est Rav Shmuel Halevi, qui est étudié dans le Beth Midrash du Taz, Rabbi David Segal.
Et pourquoi il appelait son livre Nahalat Shiva? Parce que Shiva a Gematria 377, Gematria Shmuel. Nahalat Shiva. Et il a donné cette raison pourquoi il a appelé ça Nahalat Shiva. C'était imprimé la première fois en 1667 à Amsterdam. Comme ça, vous avez exactement les adresses. Alors là, la Ketouba, c'est essentiellement une reconnaissance d'engagement du Khatan. C'est pour ça que la Kala n'a rien besoin d'écrire ou de signer, puisque c'est le Khatan qui s'engage en cas de divorce ou de veuvage à un certain nombre d'engagements au niveau financier, mais c'est aussi son obligation de nourrir, vêtir et honorer la Kala. Donc il y a un certain nombre de Itraviyot, ça fait partie de vêtir. Et il y a trois, d'après le Rambam, on a l'habitude de dire il y en a trois de Horaïta, qui sont Shera, Kisuta, Veronata, c'est-à-dire Shera, donc de manger, le boire, et Onata, d'avoir des relations conjugales. Ça fait partie des obligations. Le Rambam considère que ces obligations sont des Horaïta. Le Ramban, Nachmani dit c'est des Rabanan. Ben non, et dit Veflar, Vekur, Veuzin, c'est au début, et ils s'engagent comme le font les Juifs vis-à-vis de leurs femmes, etc. Et donc ça, c'est la première partie de la Ketouva. En deuxième partie, c'est de payer en cas de veuvage ou de divorce. Il y a trois choses. La première chose, c'est ce qui s'appelle Ikar Ketouva, l'essentiel de la Ketouva, qui, pour les Ashkenazim, le Rama dit que c'est de Horaïta. Pour les Sfaradim, c'est des Rabbanan. C'est pour ça que dans les Chi, à un moment, il y a un blanc dans les Ktuvot. Quand c'est un mariage Ashkenaz, où le Khatan est Ashkenaz, parce que c'est le Khatan qui définit. On met les Chi Deoraita, et pour les Sfaradim, on dit Riminaï, parce que c'est pas Deoraita. Une grande différence sur le Ikar Ketouva, à combien ça correspond. Mataim Zouz, c'est 200 Zouz pour une Betula, et Meazouz pour une fille qui n'est pas vierge. Alors, de nos jours, d'après le Chazonish, les Ashkenazim considèrent que c'est l'équivalent de 960 grammes d'argent. Ça fait à peu près 1000 euros. Ça c'est 100 ou c'est 200? Ça c'est 200. Mais pour les Sfaradim, ça correspond à 120 grammes d'argent. Vous voyez, il y a une grosse différence. Mais ça, c'est ce qu'on appelle Ikar Ketouva. À part ce Ikar Ketouva, il y a Meaz Koukin. Les Meaz Koukin, c'est Kesef Tsarouf, 100 Koukin d'argent pur, qui est en fait la responsabilité vis-à-vis des biens que la Kala fait rentrer dans l'escarcelle du mariage, où le mari a le droit à l'usufruit, et il a une responsabilité, donc, sur Meaz Koukin, qui correspond, d'après le Chazonish, à 57,6 kg d'argent. Kilo. 57,6 kg. Donc c'est... Non, ça c'est mes cookies, c'est le Ikar Ketouva, c'est en fonction de la mariée. 57, ça correspond à la responsabilité du mari vis-à-vis des biens de la Kala, dont il a le droit, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin il a le droit à l'usufruit, mais il y a un terme sur ces donc de gestion, donc il peut les gérer, mais il doit les rendre après tels que, donc avec cette responsabilité. D'après le Rav Chaim, les Sfaradim se basent sur un Rav Chaim, c'est 3 kg 846. 6 divorces. Quoi? C'est 6 repas. Il a consommé, il a mangé les fruits, il les a consommés, les fruits, mais par contre, il vend à la fin la nue-propriété. Oui. La nue-propriété, non, mais l'usufruit, je ne comprends pas pourquoi il le vend. Non, pas l'usufruit. Non, il a droit, non, je parle. Il garantit la nue-propriété. Il garantit la nue-propriété. Et c'est garanti, c'est ça. Oui, non, on a dit sur les biens sur lesquels il l'usufruit. Troisième, ce qu'on appelle la Tesefet Ketouba. La Tesefet Ketouba qui est encore Meaz Koukin. Pour les Ashkenazim, c'est Meaz Koukin, c'est-à-dire aussi 57,6 kg, et interdiction de dépasser ça. C'est parce que ça correspond à des non pas des gematriot, c'est par rapport à ce que ça correspondait à l'époque, par rapport à des poids de choses. Pour les Sfaradim, là, le Khatan peut ajouter en fonction de ses possibilités, sans mettre une somme qui serait faramineuse et qui serait
de toutes les façons impossible pour lui à payer. La Tosefet Ketouva est en fait un plus que le Khatan met dans la Ketouva pour dire qu'il n'a aucune intention de divorcer de sa femme. Donc plus il va mettre une somme importante, plus il va montrer que il se marie pas pour la rigolade, quoi. Pour lui, c'est du sérieux. Maintenant, s'il met je ne sais pas combien de millions et que de toutes les façons il n'a pas les moyens de pouvoir les payer, donc ça sera pas de sens. Donc il faut que c'est un sérieux, et c'est là où, notamment en Israël, il y a des fois des gens qui ils attendent quand la lecture d'Aketouba, c'est combien la somme, hein, c'est là-dessus. Mais c'est surtout chez les Sfaradim que chez les Ashkenazim. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Tosefet Ketouba. Donc vous avez donc 3. Pardon ? C'est obligatoire maintenant de dire la somme. Non, alors aujourd'hui en France par exemple, dans la mesure où au niveau matrimonial c'est géré par le civil, donc on reste à Meaz the Cooking, donc pour tout le monde. Ça change rien, c'est du symbolique. Alors, ouais, oui là la Ketouba, hein ? 56 kilos, ça fait 56 000 euros, non 57, non, Ashkenaz. Pour les Sfaradim, c'est 3 000. Ah, 3 000, ouais. C'est pas. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Le droit de mariage, le mariage se fait faute de témoins juifs dans un bureau de témoins juifs avant la cérémonie. Oui, alors, non, mais attendez, ce que vous dites. Oui, non, mais non seulement ça arrive, ouais, on a dit ça, on en a parlé ça tout à l'heure. Devant un notaire. Ça se faisait comme ça. Maintenant, au passage, donc le Khatan va prendre l'engagement à l'ensemble de ses devoirs qui sont dans la Ketouba. Comment ? En faisant ce qui s'appelle un Kinyan Soudar. C'est-à-dire quoi un Kinyan Soudar ? C'est-à-dire on va lui faire cadeau quelque chose. Par exemple, mais quelque chose qui a une valeur. Par exemple, une montre. Ou chez Chassim, ils prennent un gartel. C'est-à-dire un tissu. Mais un tissu, il faut qu'il y ait quand même. On ne peut pas prendre n'importe quoi. Donc ça peut être un stylo. Et donc un des témoins, c'est bien que ça appartienne à un des témoins. Donc l'objet appartient à un des témoins. Et il va dire au Khatan, je vous fais cadeau de ce stylo, par exemple. Et quand le Khatan va faire l'acquisition du stylo, avec l'acquisition du stylo, il prend l'engagement de l'ensemble des devoirs qui sont marqués dans la Ketouba, ce qui s'appelle le Maaseh Kinyan. D'accord ? Maintenant, quand on lui a donné le stylo appartient au Khatan. C'est un témoin qui s'est fait avoir. Donc, il faut qu'il lève l'objet pour il lève, donc il s'y fait Akbar. Engagement par rapport à la fille. Pourquoi ce ne serait pas la fille qui lui donnerait la chose ? Non, parce que c'est lui qui s'engage vis-à-vis de la fille. Avec un objet d'un tiers. Alors, non, parce que le tiers est, entre guillemets, le représentant de la Kala pour le bien de la Kala. Parce que Zachin Adam Shelo Befanav, on peut faire du bien à une personne, même dans son absence. Par contre, on ne peut pas obliger une personne dans son absence. Donc c'est pour ça que certains font le kinyan avant la choupa, où il n'y a même pas la kala qui est présente. Dans les mariages foum, souvent il y a kabbalah spounim, la kala spounim, il y a autour d'une table, il y a un truc, et là le khatan soulève quelque chose, la kala elle n'est même pas là, elle est dans un autre. Alors, il y a son père qui est là. Alors là, en fait, les témoins, en l'occurrence, sont quelque part les fondés de pouvoir de la kala, ou plutôt ceux qui vont défendre les intérêts de la Kala, même si elle ne le sait pas. Mais comment on est sûr qu'elle est consentante, elle ? Non, alors qu'elle accepte le Kiddushin. Elle fait que prendre là. Puisque là, si les Kiddushin elle accepte, il n'y a que ça où on a besoin de son accord pour l'accepter. C'est pour ça que sous la roupa, on lui demande de faire quelque chose pour montrer qu'elle accepte. Si elle reste avec son doigt comme ça, pour dire elle a reçu l'anneau et qu'elle ne le plie pas ou elle ne montre pas comme quoi qu'elle l'accepte de plein gré, ça rompt ce qui s'est passé avant. Ça pourrait rompre, oui. Elle est pas. Non, ça rompt pas. Ça va mettre en situation complexe, dans le sens où si elle n'est pas mariée, les obligations que le khatan a prises n'ont pas de sens. Voilà. Non, c'est-à-dire, mais ça n'annule pas parce qu'il n'y a pas sur quoi s'appuyer. C'est-à-dire, il n'y a pas les kiddushin qui font qu'il va avoir l'engagement qui va marcher derrière. D'accord ? On a pu vérifier la judaïté des témoins avant le mariage. Ah non, ça on a fait tout un cours tout à l'heure là-dessus. C'est pas la judaïté seulement, hein. C'est pas seulement la judaïcité, c'est la cache-route des témoins. Ah ouais, ça va très loin. Hein. On a évoqué que par exemple à Bnei-Brak ou enfin dans certains endroits, quoi, où les difficultés des risques d'internet
sont complexes. Un témoin qui sort un téléphone qui peut surfer sur Internet, il est pas sous la doute. Oui. Bnei Brak, c'est comme ça que ça marche. Pas seulement à Bnei Brak, mais enfin bon. Donc jusqu'où ça peut aller. Maintenant, la cache-route des témoins est une question qui est sérieuse. On va dire d'une façon générale, un témoin qui transgresse quelque chose de la Torah, il se rase avec un rasoir à la main, il se promène sans kippa dans la rue. Non, pas Shabbat, en semaine. C'est interdit de se raser. Ou s'il transgresse Shabbat. Tout ça, c'est. Mais même, je dirais, même sans aller jusqu'à transgresser. Parce que souvent on dit qu'il soit Shomer Shabbat. Parce que Shomer Shabbat, c'est quelque chose de fondamental. Mais même sans aller jusque-là. Un Baal Lashonara. Ouais, c'est quelqu'un qui. Baal Lashonara, parce que quelqu'un qui aurait dit quelque chose comme ça. Mais quelqu'un qui est connu pour. Il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas beaucoup de témoins dans le monde. D'un grand ami qui était ami arabe qui ne témoignait jamais au mariage parce qu'il avait trop peur d'avoir du Shonara à un moment ou à un autre. Et il considérait que ça pouvait être. Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas être témoin. Alors, je vais vous dire, en général, de ce que je connais, et je fais partie de ces personnes qui souhaitent ne pas être témoins dans des mariages. Donc, pourquoi que ce soit la Shonara, que ce soit. Il y a tellement. Il suffit, par exemple, on se trouve à un moment, on pourrait étudier la Torah, on n'étudie pas la Torah, on est appelé Racha. Or, Al Tachet Yatraim Racha, donc le Racha, c'est celui qui ne peut pas être témoin. Mais c'est exceptionnel de être témoin comme ça. Alors, non, mais alors maintenant, quand il faut, des fois, il n'y a personne. Bon, il faut. Mais moi, des fois, quand par exemple, je suis avec des gens qui me disent vous voulez être témoin, moi, je dis si vous avez d'autres, je préfère. Vous que pire. Oui, c'est-à-dire si ça dépend, c'est quoi pire des fois, oui. Vous n'avez pas de garantie en fait. Oui, non, évidemment, si je vois quelqu'un qui a priori c'est interdit cette chose, mais même si c'est autorisé, mais c'est encore mieux vous que. Tu as raison, on va le faire changer d'avis. Parce qu'en même temps, on n'a pas le droit de se faire du propre la Shonara sur soi. Alors, parce que les gens vont dire s'il ne prend pas, c'est que. Ça veut dire quoi? Si la qualité du témoin n'est pas bonne, le mariage peut être remis en cause? Ouais. Et quoi, il peut devenir. La cache-route, ouais. Hein on peut annuler le mariage? C'est comme ça? Une fois que le mariage est fait, on peut l'annuler. Alors, attendez, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Mais le plus complexe de la cache-route dans un mariage, ce sont les témoins. Plus que le rabbin, plus que le verre de vin, plus que le hazan, plus que la bague. Parce que tout ça, c'est maintenant, attention, comme j'ai dit, on a fait tout un cours tout à l'heure là-dessus, il ne faut pas aller trop vite en besogne, c'est pas parce qu'il y a un pissoul sur un témoin que c'est le mariage il est annulé et ils ne sont pas mariés, on fait n'importe quoi. Oula, doucement. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Les khatrila, quand il y a un mariage, on s'arrange pour que les témoins soient au tip-top, pour que le mariage soit valable au maximum. Si maintenant, des fois pour rattraper des mamzerim, parce que s'il n'y a pas de mariage, les enfants ne sont pas mamzerim, mais par contre, s'il y a un enfant qui va naître d'une autre relation de ce couple qui n'aurait pas fait de guette, c'est mamzerim, ça c'est clair, en tout cas du côté de la femme surtout, du côté de l'homme c'est un peu différent, mais une femme par exemple, elle se sépare de son mari, elle n'a pas trop fait attention, ils ont divorcé civilement, ils n'ont pas divorcé religieusement. Elle refait sa vie, elle a un enfant, c'est un khurban. Cet enfant, c'est une destruction, parce que c'est un mamzer. Et donc, alors maintenant, et ça a été le problème. Alors, je peux vous rappeler quand même ce que Zichron Livracha, Rav Bibo un jour m'a dit, parce qu'on a dit comme ça, essayer de trouver pour invalider le mariage, comme ça, si le premier mariage est invalidé, donc elle n'était pas mariée, l'enfant ne sera pas mamzer. Mais je me rappelle Rav Bibo, il m'a truc sur un truc, il a dit alors maintenant les gens ils font n'importe quoi et puis nous on doit tout rattraper. Alors évidemment on n'est pas des magiciens pour dire ça y est, alors on va trouver que ce témoin il est. C'est loin d'être ça. Maintenant quand des fois il faut essayer de sauver une vie, de sauver une famille, c'est presque du pikuach nefesh donc c'est des problèmes compliqués. Maintenant, sachez que ce qui est souhaitable,
si on vous propose, moi je vous dis en ce qui me concerne, surtout quand je vois qu'il y a des personnes qui sont, si je suis tout seul, enfin, je dois célébrer un mariage, et puis, bon, comme ça, à vue d'œil, bon, disons que je suis le plus probable à être témoin, évidemment, je prends. Mais si je vois qu'il y a des barbus et qu'il y a des rabbanim ou des gens, etc., moi, je vous dis ce que personnellement, je préfère ne pas être témoin. Maintenant, et c'est ce que je vous en... Enfin, maintenant, des fois, ça peut être quelque chose, c'est l'histoire... si tu dis que c'est quasi piquoir nefesh, est-ce que de nos jours, où on sait que justement il y a tous ces problèmes-là dans ton... Est-ce qu'on n'a pas intérêt à avoir toujours laissé un sfek sur les témoins? Voilà. Non, parce que c'est pas une mitzvah de laisser un sfek d'enfermer. Ça veut dire que les khatrila, là c'est très très grave comme chose. Je te pose la question. Oui, j'entends, mais c'est très judicieux. Parce qu'on pourrait... Et l'idée pourrait germer de se dire, allez, on fait quelque chose. De toute façon... Les enfants, ils sont cachers, tout est cachère. Allez, et si au cas où il y a un souci, hop, allez, on a une faille, on pourra taper sur la faille et casser la chose. Il n'en reste pas moins qu'il faut souhaiter que le mariage soit tip-top à tous les niveaux. Je vais vous dire un petit détail. Et ça, je vous dis franchement, ça a été pour moi une surprise agréable, mais enfin qui m'a fait un peu grincer les dents à un moment parce que je me suis dit, tiens... dans une ketouba, on essaye d'être le plus rigoureux, le plus précis possible. Théoriquement, les lois de la ketouba ne sont pas les mêmes lois que les guettes. Un guette où il y a une faute, le guette peut être invalidé, et c'est une catastrophe. Enfin, les gens ne sont pas divorcés, donc s'ils ne sont pas divorcés, ils se remarient, c'est des mamzerim. Maintenant, dans une ketouba, s'il y a une faute dans une ketouba, c'est pas grave. A priori, c'est comme ça qu'on le comprend. Maintenant, on va faire attention, il y a les rabbanim qui remplissent une ketouba, on leur conseille même de le remplir chez eux, à tête reposée, même avant 1 ou 2 jours avant le mariage, pour faire attention par exemple d'écrire, quand on doit écrire malé ou chasser, par exemple shmoné, ça s'écrit sans vav. La chodesh, ça s'écrit sans vav. De savoir où il faut mettre un vav ou mettre un yud, ça change rien dans la chose. Mais on doit faire attention. Et alors, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui m'a truqué, mais qui aussi m'a fait un peu grincer les dents, c'est qu'il y a une époque, il y a un rav qui s'appelle le Rav Ashlag, qui a eu toutes sortes de problèmes, qui était le rav qui regardait dans les ketubot et qui disait certaines choses par rapport aux ketubot, qui a été mis au pilori par beaucoup de personnes, et notamment de rabbanim, parce qu'il avait mis en cause des choses sur des ketubot qui a été remplies par des rabbanim qui ont pignon sur rue et qui n'ont pas trop apprécié comme truc. Et alors, j'ai entendu très dernièrement de la bouche du grand rabbin de Paris, du grand rabbin Guggenheim, disant attention, soyez très rigoureux sur l'écriture de la ketouva, parce que Chazve Khalila, des problèmes de Shalom Bayit, des problèmes d'enfants, etc., peuvent être liés à la ketouba. Je me dis, mais attends, on a condamné Rav Ashlag il y a quelques années en disant que c'est quoi cette histoire, on n'a jamais entendu qu'on lit dans les ketubot, etc. Et là j'ai entendu d'avis très autorisé, puisque c'est notre grand rabbin de Paris, c'est... Quoi ? Il n'y a pas plus rationnel, qui nous a dit, mais clairement, que aujourd'hui c'est quelque chose d'admis, que quand il y a... de regarder les ketubot, de regarder la ketouba quand il y a une chose. Et ça va très loin. Dans l'absolu, je parle. Bon, maintenant, faut pas, n'allez pas en sortant du cours voir votre ketouba en disant qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'ai vu d'essayer de faire attention de ne pas repasser sur une lettre pour que ça soit écrit, qu'il n'y ait pas évidemment de rature, qu'il n'y ait pas de presque comme un Sefer Torah mais avec des choses incroyables. Et par exemple une chose que moi donc Rav Ashlag m'avait dit. Il m'avait dit ça et maintenant je vois que c'est maintenant quelque chose qui se fait plus. Il m'a dit, on peut marquer sur une ketouba Nero Yair par exemple, ça veut dire que sa lumière éclaire, Shlita, des choses comme ça, mais il m'avait dit ne marque pas Zal, Zichron Livracha, si quand il y a quelqu'un qui est niftar, de ne pas marquer Zichron Livracha, de ne pas marquer ça sur la ketouba. Et elle m'a dit comme ça, alors moi je me dis, je fais attention, surtout que je pense que c'est quelqu'un qui savait de quoi, et puis tout ce qu'il disait, Nahalat Shiva, c'est-à-dire le livre que je vous ai... Il m'a dit, tout ça c'est marqué Nahalat Shiva, j'invente rien. Et j'ai vu au nom de Rav Gross, qui dit, on met tout sauf Zal.
C'est-à-dire, alors sur les titres, chez Sfaradim, on autorise à mettre des fois les titres, machin, avec des forces de choses. Chez Ashkenazim, c'est à la rigueur Rav, ou Moreno à Rav, c'est tout, mais pas d'autres titres. Non, d'accord. Quoi? Il va faire attention à ce que moi il écrit, le Ketouba. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a une incidence et une importance. Les personnes ne sont pas responsables. Les personnes ne sont pas responsables si quelqu'un a mal écrit par Ketouba. Pourquoi ça doit C'est vrai, non mais... Alors, il faut savoir que la Ketouba, en général, elle est imprimée, il y a une partie qui est imprimée, et il reste les noms, les dates, Le risque d'erreur est faible ou alors Oui, le risque, il est faible, mais il peut exister. Je ne vous cache pas, pas plus tard que ce dimanche, on a célébré un mariage. Non, on a un témoin qui, en signant, il s'est trompé. Il était tellement ému, il a marqué le prénom de son père et son prénom après. C'est-à-dire, il s'appelait Avram ben Daniel, il a marqué Daniel ben Avram, ou ben Shimon. Enfin, il a mis le contraire. Et puis, alors après, heureusement, on avait une deuxième ketouba sous. D'ailleurs, il est conseillé d'avoir une ketouba de secours au cas où si justement il y a une. Parce qu'on ne peut pas la corriger même comme la mezouza. Si. Alors il y a. Parce que la mezouza on la corrige. Oui, on peut très bien dire je corrige. Il y a ce qui s'appelle, il y a la possibilité de correction, de mettre du blanc et de machin. Ah ouais. Mais il faut faire un kiyum. C'est-à-dire il faut kiyum ashtar, c'est-à-dire qu'il faut remettre en disant tel mot a été effacé. Il a été remplacé par un tel et de signer à côté. C'est fait un quand par exemple quelqu'un il est malade et on lui change son nom, est-ce qu'il faut changer la ketouba? Oui. Alors, ça c'est. Oui, vous avez dit oui. Oui, j'ai dit oui. C'est-à-dire, si comme par exemple, ça c'est un truc assez. Alors le truc le plus loufoque, c'est quand des fois il y a des gens qui viennent pour se marier. Et ça s'est arrivé avant, maintenant aujourd'hui ça se fait plus. Mais la Kala, elle n'a pas de nom juif. Alors le rabbin, vous n'avez pas de nom juif, on va vous appeler Sarah. Allez, donc hop. Et la femme, donc sur le coup on lui a dit qu'elle s'appelle Sarah. Après elle n'a plus jamais entendu qu'elle s'appelait Sarah. Et quand le jour a marié ses enfants, alors on dit, alors votre mère a un nom juif? Je ne sais pas, alors non je ne pense pas. Et on regarde l'acteur, oui, sur l'acteur il est marqué Sarah. C'est un grand problème parce que cette Sarah n'existe pas. Puisqu'elle n'a jamais été nommée Sarah, et elle a une ketouba, sur sa ketouba il y a marqué que Sarah, il n'y a même pas marqué un autre prénom. Alors, dans le cas où une personne n'a pas de nom juif, on met son nom goy, le nom par lequel on l'appelle. Si maintenant elle a un nom juif, par exemple, il s'appelle, je ne sais pas, Jean-Claude, etc., et que quand on l'appelle la Torah, on l'appelle Moshe, dans la ketouba on met Moshe, on ne met pas Jean-Claude. Même si on l'appelle en général plutôt Jean-Claude, mais parce qu'on l'appelle la Torah Moshe. Mais maintenant quelqu'un... C'est vrai qu'à sa Brit Mila, on l'a appelé Moshe, mais il ne monte jamais à la Torah parce qu'il ne vient pas jamais à la synagogue. C'est un nom qui ne se rappelle même plus, qui s'appelait Moshe. Alors, ça, c'est peut-être que dans la Ketouba, il faudrait marquer Jean-Claude plutôt que... Et on change, si je vais... Alors, si maintenant... Yosef Chaim, par exemple. Maintenant, on a rajouté... Alors ça s'appelle on doit refaire une nouvelle Ketouba. Alors, il y a c'est ce qui s'appelle un duplicata, pour une ketouba où il y a eu un changement, c'est comme ça s'appelle, parce qu'il y a duplicata des ketouba des irkessa, ça s'appelle des b taouta, parce qu'il y a eu s'il y a une erreur, donc on recommence. S'il y a un changement, et donc théoriquement, donc s'il y a un changement de nom, on doit refaire une ketouba. Mais attention, c'est celui qui doit la faire, il doit. C'est pas simple. Ouais. C'est pas si la ketouba du consistoire, elle se dégrade avec le temps. Il faut la refaire. Si elle est plus lisible, ouais. Mais elle est archivée. Oui, non, mais il faut avoir la ketouba. La ketouba, il faut l'avoir soit à la maison, soit chez la belle famille. Ah bon? Elle est au consistoire. Non, vous devez. On n'a pas le droit. Ils ont un registre. C'est les parents de la femme? En général, souvent chez les Sfaradim, c'est les parents de la femme qui gardent la ketouba. Si c'est comme ça, un an ou plus, quoi. Mais sinon, la garder à la maison. En tout cas, on doit savoir où elle est. On n'a pas le droit d'être marié sans avoir de ketouba. Si on n'a pas, ou si on l'a perdu, alors on peut aller au consistoire et en fonction du jour et du lieu où on s'est marié, de retrouver d'après le numéro du registre et de retrouver la trace et de faire ketouba d'Erkessa. Et on fait ketouba d'Erkessa. Comment il peut retrouver une ketouba à moi
À moi. Si c'était pas. Alors, non, je parle de mariages qui se sont passés dans le cadre du consistoire. Ah, d'accord. Si maintenant ça s'est passé au Maroc, Oui, ça. etc., alors il faut retrouver avec les rabbinim qui ont marié. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée. Il faut des témoins ou pas? Il refaut les témoins. Les mêmes? Pas les mêmes. Alors, a priori, si c'est que tu vas dire que ça, c'est. Alors, soit les mêmes, soit il faudrait. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut 2 témoins, mais qui. Alors, le système est différent. Mais logiquement, il faudrait les mêmes. On ne peut pas toujours avoir les mêmes. Donc, alors, dans ce cas-là, il y a. L'histoire n'est pas simple. Pour corriger une ketouba, il faut retourner au consistoire. Ça dépend quoi? Corriger quoi? Un nom, oui. Un nom, il faut. S'il faut rajouter un nom, oui. Il faut. Ça nécessite de refaire. On parle de l'original, si par exemple l'original c'est abîmé et la copie est en mode état. Quelle copie? C'est quoi? C'est une photocopie? Oui. Bonne question. Est-ce que si on a une photocopie et que l'original est abîmé et que la photocopie est propre, est-ce qu'il y a une nécessité de... Ouais. C'était pas terrible. C'est possible. Et là, ils ont fait aussi des... Parce qu'il y avait à cause de ce genre de choses. La mienne, c'était une photocopie et j'avais montré à Rav Relubo, c'est un Bacha, il m'a dit c'est bon. Voilà. Donc, voilà. On a la... Bah, Tipol, toi tu dis elle est tombée. Hein.